toutes et à tous, et bienvenue dans ce qui constitue donc une troisième leçon sur la philosophie d'Épictète, telle qu'elle se dévoile dans les deux œuvres que son disciple Arien a rédigées pour lui, à savoir le manuel d'un côté et les entretiens de l'autre. Si nos mises au point précédentes portaient sur l'expérience qui conduit au seuil de l'acte de philosopher, nous abordons à présent le vif du sujet, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et c'est important à deux titres. Tout d'abord, c'est important parce que c'est dans cette distinction que s'enracine pour l'essentiel la doctrine stoïcienne telle qu'Épictète se l'approprie, après en avoir hérité de Musonius Rufus et au-delà de plusieurs siècles de stoïcisme avant lui. C'est important ensuite parce qu'il faut bien reconnaître que le vocabulaire employé pour formuler cette distinction fait difficulté en raison du caractère plutôt vague du verbe dépendre. Il en va de lui comme du verbe influencer. On sait qu'il suggère l'existence d'une relation, d'un rapport, mais de quoi s'agit-il exactement? On est parfois bien ennuyé de le dire. Dans ce cas, l'enjeu autour de ce point de départ de la pensée d'Épictète nous interdit de maintenir cette formule dans le flou. Pour la suite, nous avons besoin de savoir exactement ce qu'elle signifie. Qu'avons-nous à notre disposition pour mener l'enquête sur le sens de la formule « dépendre de nous » ? Comme annoncé à la fin de la précédente vidéo, je crois que nous pouvons fonder notre investigation sur 4 indices. Premièrement, l'expression elle-même, avec en particulier le texte grec, évidemment. Deuxièmement, les origines aristotéliciennes de la formule, en étant attentif à ce qui change et à ce qui demeure d'Aristote à Épictète. Troisièmement, la liste des objets qui appartiennent à chacune des deux catégories. Et quatrièmement, les exemples qu'Épictète donne en d'autres endroits de son œuvre. Commençons par l'expression elle-même, c'est à cela que notre vidéo du jour sera consacrée. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, telle est la traduction que la tradition a retenue le plus souvent pour le grec ta f emin et ta ouk f emin. Mais on trouve quelques variantes. Ce qui est en notre pouvoir, ce qui est nôtre, ce qui nous concerne, ce qui est notre affaire, ce qui est sous notre contrôle. Pourquoi ces variations? Ne pouvait-on pas, en partant du grec, trouver un repère et se fonder sur sa traduction pour éviter une telle amplitude dans les propositions? En effet, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas pour une raison, principalement, il n'y a dans la formule de départ aucun verbe ni aucun substantif. Elle est principalement constituée d'un pronom personnel, emin, nous en français, et d'une préposition, épi, qui est devenue f, un peu comme en français, de se transforme en d apostrophe devant une voyelle. Et là se loge toute la difficulté, parce qu'une préposition, c'est flottant. Pensez en français, par exemple, au caractère indéterminé de termes comme pour, par ou de. De la même façon que l'expression pour nous peut désigner plusieurs choses, par exemple l'opinion, pour nous, c'est-à-dire à notre avis, ou encore la destination, pour nous, c'est-à-dire à notre intention. Et, et que ça peut désigner bien d'autres choses encore, et bien le grec éphémine peut recevoir diverses interprétations. Ça complique donc notre tâche, mais on doit faire avec, on n'a que ça, et ce pronom personnel nous, à se mettre sous la dent pour avancer. Les propositions en français servent à signaler qu'il existe un rapport entre deux choses, et à indiquer quelle est la nature de ce rapport. Donc, dans la formule ta f emin, on affirme l'existence d'un certain rapport entre nous et autre chose. Alors, de quel rapport s'agit-il exactement? Le épi grec veut dire, dans l'ensemble, sur. Pas question pourtant de traduire ta f emin par ce qui est sur nous. En français, ça ne donnerait rien de bon. En anglais, en revanche, ce ne serait pas si mal. It's up to you, ça existe en anglais, et ça veut dire quelque chose du genre c'est à toi de jouer, à toi de voir, à toi de décider. Donc, ça dépend de toi, ça repose sur toi. Là, ça repose sur toi. Le voilà notre sur. Donc, au plus près du grec, ta éphémine pourrait signifier quelque chose comme ce qui repose sur nous. Il faut le prendre au sens métaphorique, évidemment, et non littéral. On ne parle pas de choses que nous portons physiquement,
mais bien de ce dont nous sommes la référence ou la cause, quelque chose de cet ordre-là. Pour qu'il arrive quoi que ce soit à ces choses-là qui dépendent de nous, il faudra compter sur notre intervention, sur notre implication. Ou, en d'autres termes, ça ne se fera pas sans nous. Alors, on comprend le recours au verbe dépendre. Cela dépend de nous, cela fait partie des choses qui dépendent de moi, des choses qui sont sous ma coupe. On se rapproche de la signification de l'expression. On peut retenir de cette première piste une idée principale. La formule ta f emin a pour fonction de tracer une frontière entre soi et certaines autres choses. Ce qui dépend de moi, ce n'est pas juste moi, c'est un ensemble de choses qui sont à une certaine distance de moi, dans une relation de dépendance vis-à-vis de moi. Ce n'est pas moi, mais ça ne m'est pas non plus totalement étranger. Les choses qui me sont étrangères appartiennent précisément à l'autre catégorie, ta'ouk f-emin, ce qui ne dépend pas de moi. On peut tracer, en se prenant soi-même pour centre, plusieurs cercles autour de soi. Bon, c'est une démarche proprement égocentrique en apparence. Mais l'objectif, vous allez le voir, est précisément de ne pas s'accorder du pouvoir sur des choses qui nous échappent. Donc, finalement, ce ne sera pas si égocentrique que ça. Au centre donc, soi-même. Puis un premier cercle qui contient les choses qui dépendent de soi. Et un deuxième cercle dans lequel se trouvent toutes les choses qui ne dépendent pas de soi. Notre catégorie centrale, ce qui dépend de nous, se place donc à mi-chemin entre ce qui est exactement soi et ce qui est totalement étranger à soi. Pour affiner la traduction de ce épi, étant entendu que la tradition a consacré la formule ce qui dépend de nous, et que l'on ne déjugera pas ce choix, on continuera après ce petit travail de réflexion sur le sens exact des termes à employer les mots habituels, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Simplement, on saura mieux ce qu'on met comme sens, comme idée derrière ces mots. Et donc, pour affiner la traduction de ce épi, je vous propose deux hypothèses. Première hypothèse de lecture ou de traduction, ta fémine, c'est ce dont je peux disposer. C'est ce qui est à ma disposition, comme un prolongement de moi dont je peux me servir. Autour de moi, dans le monde environnant, il y a de nombreuses choses avec lesquelles je dois composer, et qui ne sont donc pas à ma disposition. Il y en a certaines dont je peux disposer, et par lesquelles je peux agir, ou interagir avec le monde environnant. On notera au passage qu'on retrouve avec cette première hypothèse l'analogie avec le manuel. Dans les entretiens au livre 1, chapitre 1, Épictète recommande de se poser la question « En de telles circonstances, que faut-il donc avoir sous la main ?» Autrement dit, de quoi faut-il pouvoir disposer? C'est un fait remarquable, je crois, que l'autre œuvre d'Épictète, le manuel donc, répond doublement à cette question. Il dit et il est la réponse. Il dit la réponse parce que dans ces pages, il dresse la liste des choses qui constituent notre domaine propre. Il est la réponse, car il est le manuel. Littéralement, ce qu'on doit avoir sous la main. Par analogie avec le poignard dont il tire son nom, et dans le poignard, vous retrouvez une référence au poing, donc encore à la main. C'est le minimum vital qu'on garde à portée de main pour pouvoir se défendre. Ce qu'il faut donc avoir à sa disposition, c'est quelque chose comme le manuel, c'est un certain nombre de préceptes dont on pourra s'aider dans la conduite de sa vie. Seconde hypothèse de lecture ou de traduction, ta fémine, c'est l'ensemble des choses qui ne sont pas moi, mais qui forment mon domaine. Étymologiquement, et cette fois on est dans un contexte latin, le domus ou le dominion, c'est ce dont je suis le dominus, le maître. Le maître ne se confond pas avec son domaine. Il sait que son domaine, ce n'est pas lui, c'est ce qui se trouve autour de lui, avec tout ce qui est à sa disposition. Le maître n'ignore pas non plus que, passé la frontière de ce domaine, il n'est justement plus le maître. Les choses et les êtres qui s'y trouvent ne sont plus à sa disposition. Au contraire, ces choses et ces êtres lui sont au mieux indifférents, au pire, ils lui résistent. Il doit donc composer avec, et il est aidé en tout cela de ce qui constitue son domaine. Résumons-nous.
L'examen des formules grecques ta éphémine et ta ouk éphémine nous apprend que tout l'enjeu de la pensée d'Épictète est de tracer convenablement la frontière entre deux régions du monde. Dans la première, autour de soi, on trouve ce qui forme son domaine, ce dont on est le maître, ce qui est à disposition pour mener sa vie et pour atteindre le but qu'on s'est fixé, pour éloigner de soi les causes du malheur et pour instituer les conditions de la vie bonne. Tel est notre domaine. Et si on se souvient des enseignements des leçons précédentes, on commence à subodorer qu'Épictète va nous dire quelque chose du genre « fais de ton domaine une citadelle inexpugnable ». Et puis dans la seconde région, plus loin de soi, on trouve ce qui est étranger, ce qui nous échappe et même ce qui peut nous nuire. C'est ce sur quoi on ne peut pas compter dans la recherche de la vie bonne. Mais on ne peut pas non plus déserter totalement ces régions. Nous n'avons pas d'autre choix pour vivre que de nous y aventurer, de les fréquenter, de nous y risquer, en somme. Il me semble que l'origine aristotélicienne de cette idée d'Épictète permet de conforter cette interprétation. Mais c'est déjà bien assez pour cette fois-ci. Remettons à plus tard cette deuxième piste. Je vous retrouve dans une autre vidéo et d'ici là, soyez sages.